Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo. Désolée pour l'interruption, mais vous me pardonnerez, j'ai pris quelques petites vacances, elles ont été assez rapides, juste quelques jours. D'ailleurs, je suis partie en vacances à Majorque, d'où la jolie tasse derrière moi. N'y voyez pas d'autre signe que celui-ci. Donc, nous allons parler du Barça, bien entendu. J'ai toutes vos questions avec moi pour pouvoir y répondre. Et on va également parler des matchs qui attendent le Barça. Hier soir, il y a eu la victoire contre l'Atlético de Madrid en Liga, mais il y a désormais la double confrontation en Ligue des Champions et on va parler de ce match-là aussi. Alors, première question. Bravo et merci pour tout. Confiante pour les 3 confrontations contre l'Atlético. Alors, merci déjà pour le compliment. En ce qui concerne ma confiance, alors sur le premier match de Liga qui a eu lieu hier, cette victoire 2-1, je suis pas forcément très confiante sur les matchs après la trêve internationale. C'est toujours des matchs très compliqués, peu importe l'adversaire. Je déteste ce type de match et je crois que je ne suis pas la seule parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit la même chose. C'est des matchs très compliqués. On revient souvent avec des blessés. C'est le cas là en l'occurrence du Barça avec Rafinha qui est une absence extrêmement notable pour les matchs qui attendent le Barça. Donc je n'aime pas trop ce type de match. Donc j'étais pas forcément très confiante pour le Barça. Euh, mais c'est vrai que le fait que l'Atlético n'ait plus grand chose à jouer sur cette Liga, leur 4e place leur convient, même s'ils vont essayer sur les derniers matchs de prendre la 3e place de Villarreal. On pensait que Simeone allait peut-être faire quelques changements et effectivement il a pas mis son équipe type, mais on l'a vu, l'Atlético même avec une équipe un petit peu remaniée aurait pu battre le Barça. En ce qui concerne les matchs de Ligue des Champions, je suis moyennement confiante, on va dire. Pour ceux qui ont écouté le podcast de l'équipe qu'on a fait avant la trêve, où on abordait le thème de la défense du Barça, est-ce que le Barça peut gagner la Ligue des Champions avec cette défense? Eh bien, je parle du fait que je vois beaucoup de gens dire que ça va être compliqué pour le Barça en demi face à Arsenal, comme si on oubliait totalement ce match des quarts de finale. Alors pas les supporters du Barça, parce que je sais que les supporters du Barça et les personnes ici, les journalistes, bien entendu le club, mais même les journalistes ici, il y a beaucoup de respect pour l'Atlético et personne ne pense que cette double confrontation va être facile. Et je dis moi-même dans le podcast que je pars pas du principe que ce sera plus facile contre l'Atlético que ça ne pourrait l'être en demi-finale contre Arsenal. Et je pense que certains d'entre vous vont être d'accord avec moi. Je ne pars pas du principe que le match contre l'Atlético va être facile. Je pars même du principe qu'il va être sans doute plus difficile. C'est toujours très difficile de jouer des équipes espagnoles, des équipes que tu joues toute l'année. On n'a pas du côté du Barça beaucoup de bons souvenirs de l'Atlético en Ligue des Champions. Je pense que vous vous en souvenez. Donc confiant est un mot, est un bien grand mot, mais bien entendu que le Barça est favori parce que le Barça est leader de Liga. Donc un 60-40 pour le Barça ou un 55-45 pour le Barça, bien entendu. Voilà une un petit statut de favori pour le Barça. Mais voilà, je ne veux pas sous-estimer l'Atlético et je pense très sincèrement que ni Hansi Flick ni les joueurs ne vont sous-estimer l'Atlético. Sous-estimer l'Atlético, c'est fait pour les gens qui, comme très souvent, ne regardent pas la Liga et ne regardent pas le championnat espagnol. On vous voit, mais non, sinon personne ne sous-estimera l'Atlético. Alors, un petit bilan de l'infirmerie du Barça à l'approche de ces confrontations-là. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question pour Frenkie de Jong. Alors, pour l'instant, pas de traces de Frenkie de Jong lors des entraînements. On a vu avant le match de Liga contre l'Atlético, donc Jules Koundé et Alejandro Balde qui sont de retour. Donc Jules Koundé va très aisément récupérer sa place de titulaire, je pense, lors du match aller. S'il est prêt, en tout cas physiquement, en tout cas il avait l'air d'être prêt de ce qu'on a vu lors de son entrée face à Atletico en Liga. Ce sera plus compliqué pour Baldé puisque Cancelo donne quand même satisfaction, en tout cas dans le volet sur le volet offensif. Donc voilà, les deux sont de retour. Donc pour l'instant, pas de traces de Frenkie de Jong. Le club nous dit qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'il soit de retour pour le derby du week-end prochain face à l'Espagnol et donc de retour pour le match retour face à l'Atlético. Est-ce que le Barça est satisfait de la saison de Yamal en interne, de ce que vous avez pu en entendre? Oui. Le Barça est très satisfait de la saison de Lamine Yamal. Hansi Flick est très satisfait de la saison de Lamine Yamal. Il y a clairement une progression par rapport à la saison dernière où les performances de Lamine étaient déjà exceptionnelles, mis en parallèle avec son âge et tout le contexte qu'il faut toujours prendre en compte. Les performances étaient déjà exceptionnelles, mais on sent une progression cette saison, on sent une progression sur le contenu des matchs,
On sent une progression sur le fait d'être protagoniste dans tous les matchs, d'avoir moins de coups de mou dans les matchs, dans la saison. Il est présent dans la quasi-totalité des matchs. Ça reste un joueur extrêmement décisif là aussi par rapport à ce que j'entends sur Lamine. Ça reste un joueur extrêmement décisif avec des stats assez folle. Donc, il y a rien à dire à ce niveau-là. Le Barça est très content de son rendement. Tout ce que le Barça souhaite, c'est qu'il y ait une progression dans le travail de Lamine et dans son travail et dans son investissement, qu'il se rend compte parfois qu'il fait peut-être des choses moins bien. C'est arrivé, par exemple, en début de saison où il ne faisait pas forcément le travail qu'il fallait par rapport à sa pubalgie pour se remettre plus rapidement et pour se remettre mieux. Il s'en est rendu compte, il s'est remis en question et donc il a fait un autre travail. Et ça, c'est tout ce que le club souhaite. Il peut forcément se tromper, il a 18 ans, il va peut-être faire des erreurs, mais voilà, ce que veut le club, c'est qu'il y ait une progression et que quand il y a des erreurs, il s'en rende compte pour modifier, pour changer la donne et continuer à progresser. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Alors, autre question, la meilleure équipe de 2016 à 2026, donc sur les 10 dernières années, au global, je vois que City, malgré les 5 Ligues des Champions du Real Madrid. Alors, ça dépend si on parle de meilleur en termes de qualité de jeu ou si on parle de meilleur en termes d'équipe la plus forte. Alors effectivement, comme beaucoup d'entre vous probablement, les victoires en Ligue des Champions du Real Madrid ne m'ont pas procuré un plaisir exceptionnel en termes de football. C'était quand même assez souvent difficile pour le Real Madrid. Ils étaient quand même assez régulièrement dominés dans les matchs pour retourner la situation. Alors en termes d'émotion pour les supporters du Real Madrid, ça a dû être exceptionnel à vivre puisque c'était des émotions assez fortes. Si on parle du fameux esprit du Real Madrid en Ligue des Champions, donc ça c'est certain que pour les supporters du Real Madrid, ça a dû être assez fort. Mais en tant que spectateur neutre ou qui n'avait pas d'équipe en finale à ce moment-là, bon, c'était pas forcément les années en termes de qualité foot qui ont été les meilleures, il faut le dire. Alors oui, peut-être City, sans que ça m'ait non plus totalement transporté. Finalement, peut-être que le PSG de la saison dernière était le plus intéressant à suivre en termes de vainqueur de Ligue des Champions, très sincèrement. Et le fait d'ailleurs que aucun club ne me vienne comme ça à l'esprit, qu'aucune édition ne me vienne comme ça à l'esprit en me disant oui, qu'est-ce qui t'a marqué, la finale qui t'a marqué, l'équipe qui t'a marqué. Le fait qu'aucune équipe ne me vienne à l'esprit, c'est quand même assez représentatif que sur ces dernières années, il n'y a pas eu un vainqueur qui vraiment a marqué les esprits sur sa manière de jouer ou même sur sa manière de gagner. Et finalement, peut-être que l'équipe qui a le plus marqué les esprits, c'est le PSG, parce que la finale a été à sens unique et que le PSG a vraiment marqué les esprits. Et puis il y a tout le contexte, c'est Luis Enrique qui est arrivé pas longtemps avant, c'est gagner la Ligue des Champions alors que Mbappé vient de partir, c'est tout le contexte là, c'est la première Ligue des Champions du PSG, c'est la première Ligue des Champions française depuis 1993. Donc tout ça fait que finalement c'est peut-être la victoire du PSG, l'équipe du PSG qui a été la plus marquante sur les dernières années. Bonjour Tracy, pourquoi le fan espagnol est raciste envers Lamine, diamant de leur foot? Alors, je vais vous alors ça va d'ailleurs aussi en adéquation avec d'autres questions que j'ai reçues sur pourquoi Lamine semble autant détesté en Espagne. J'ai reçu aussi des questions sur pourquoi Lamine semble tant détesté en France. J'ai déjà répondu à cette question sur la FAQ spéciale Lamine que j'ai fait sur ma chaîne, la première vidéo de ma chaîne d'ailleurs. Je vous ai déjà répondu à ce sujet, en tout cas en ce qui concerne la France. Mais en ce qui concerne le racisme que subit Lamine Yamal, j'en ai aussi parlé dans l'équipe. J'avais fait une double page dans l'équipe et j'avais d'ailleurs interrogé un sociologue espagnol sur ce thème et sur ce qu'il pouvait subir dans son propre pays, parce que la différence finalement avec Vinicius, qui lui aussi a subi et subit encore beaucoup de racisme dans les stades, c'est que Lamine Yamal le subit dans son propre pays et que ça ajoute encore plus, je pense, pour lui une dose émotionnelle, puisque le vivre dans le lieu qui est censé être ta maison, bien entendu que c'est encore plus violent pour lui. Donc j'avais discuté avec ce sociologue qui m'avait répondu que malheureusement les stades espagnols étaient le reflet de ce qui se passe dans la société espagnole et qu'effectivement il y a, d'ailleurs comme en France, un racisme désormais un petit peu décomplexé et l'AMI ne fait que subir ce que d'autres personnes subissent dans le pays.
Donc oui, cet effet-là, mais pour moi, il y a aussi, et je ne suis pas la seule à le penser, il y a aussi un effet catalan. Lamine est aussi catalan, il joue pour le Barça. Il y a fort à penser que si Lamine évoluait au Real Madrid, il n'aurait pas le même traitement. Ça ne veut pas dire qu'il est insulté uniquement par des supporters du Real Madrid, pas du tout. Mais ça veut dire que si tu rajoutes le critère catalan à tous les critères qui le décrivent déjà, c'est-à-dire fils d'immigrés, musulmans, et que tu y rajoutes le catalan avec, ben, ça rajoute encore plus de liberté à ceux qui ont envie de le critiquer, parce que bien entendu que si il était de Madrid, il appartiendrait à l'Espagne, et il y a là du coup une protection un petit peu supplémentaire sur le joueur qui est le nôtre. Voilà. Là, le fait qu'il soit catalan et que tout ce qui est catalan, je ne vais pas partir sur le débat Catalogne en Espagne. Voilà. Pour moi, ça rajoute encore plus pour des Espagnols qui le rejettent pour tous les critères qui le composent en tant qu'être humain, et le fait qu'il soit catalan, ça rajoute encore plus. Alors ça enlève pas du tout, quand je dis ça, ça retire pas du tout le contexte raciste à tout ce qu'il subit, mais ça en rajoute encore plus. Voilà, le fait qu'il soit catalan, ça en rajoute encore plus. D'oser lui dire à lui ce qu'on n'oserait pas dire à un joueur qui joue à l'Atlético de Madrid ou qui joue au Real Madrid. Lui il joue au Barça, et donc on ose encore plus avec lui faire ce qu'on n'oserait pas faire avec un joueur qui évoluerait dans un autre club. Autre question, juste ça va? Mais ça va très bien. D'ailleurs, on va boire un coup, tiens, dans ma magnifique tasse Majorque. Voilà. Bien, ça va très bien. On continue d'essayer de parler du Barça en France, et c'est toujours, c'est tous les jours un affrontement, et c'est tous les jours compliqué, mais on continue et on continuera d'essayer de parler du Barça en France. Malgré tout, ton amour pour le Barça a commencé quand? Eh bien, j'ai commencé à suivre le football au début des années 2000, et dans ma famille, qui est d'origine espagnole, j'avais donc des supporters de Valence, des supporters du Real et des supporters du Barça. Et quand j'ai commencé à suivre le foot, il a fallu presque faire un choix. Vous savez, c'est comme quand votre enfant doit choisir entre Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. J'ai dû faire un choix. Et et donc mon père qui était donc supporter du Barça, bah, je pense que ça répond assez facilement à la question. C'est que du coup, j'ai commencé à regarder les matchs avec mon père, et puis la suite, vous la connaissez. Ceci dit, j'ai aussi surtout aimé la Liga, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. J'en parle assez souvent, mais c'est surtout en fait un championnat que j'ai aimé. C'est surtout l'ambiance de ce championnat, les équipes qui jouaient au foot, et toutes les histoires autour de ces équipes. Voilà, quand l'histoire de Villarreal, l'histoire de Valence, de la Real Sociedad, de l'Athletic, voilà, toutes les histoires autour du foot espagnol, tout le foot espagnol dans sa globalité. Voilà, c'est vraiment, j'ai tout de suite plus apprécié regarder un match de Liga qu'un match de Première Ligue, ou qu'un match de Ligue 1, ou qu'un match de Bundesliga. Ça a été assez instantané. Pourtant, au début, j'avais pas forcément de préférence. En fait, je me suis vraiment construit au fil du temps. Et c'est vraiment en 2002-2003 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au Barça. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment global sur le foot espagnol. C'est globalement le football, l'amour du football espagnol qui m'a conduit à aimer le foot. Comment tu penses que le Barça va s'en sortir sans Rafinha? Alors, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Alors, la blessure de Rafinha, elle est, on peut le dire, catastrophique pour le Barça. On va pas essayer de nier. Cette blessure, elle arrive à un moment, le pire des moments, on peut dire presque. 5 semaines d'absence en plus. On n'est pas sur une petite absence. C'est une longue absence. Et c'est assez représentatif finalement de la saison de Rafinha, qui a eu énormément de mal à enchaîner. Alors j'en ai discuté d'ailleurs il y a quelques jours avec un journaliste brésilien, et le pauvre Rafinha, figurez-vous qu'il le vit, je pense que vous vous en doutez, connaissant un petit peu son caractère, il le vit aussi mal que les supporters. Il est vraiment très mal de ne pas pouvoir être là dans ce moment aussi important des quarts de finale de Ligue des Champions.
Voilà, il est retourné quelques jours au Brésil un petit peu pour souffler. Et il en a eu besoin parce que véritablement, il prend très mal le fait de ne pas être là dans ce moment si important. Alors, vous l'avez vu hier lors du match face à l'Atlético, Hansi Flick a testé ce dont on parle depuis très longtemps, c'est-à-dire Dani Olmo en faux neuf. Il n'a pas voulu faire confiance en début de match ni à Ferran Torres ni à Robert Lewandowski. Donc, et finalement, Dani Olmo s'en est bien sorti. Alors, c'est un peu délicat le poste de faux neuf parce ça peut donner parfois la sensation d'avoir un joueur qui disparaît pendant les matchs. C'est le cas de Dani Olmo. On a parfois eu la sensation qu'il n'était pas vraiment connecté à tous ses coéquipiers, mais ça peut aussi être un leurre, arriver à se faire oublier. Et finalement, Dani Olmo, il est au cœur d'ailleurs du premier but du Barça. Et il fait finalement un bon match. Quand Ferran rentre, bon, inutile de le dire, vous vous en êtes rendu compte, il a raté beaucoup d'occasions. Supporteras-tu le PSG en cas d'élimination du Barça en tant que Française? Mousse, ne me cherche pas. Parce que le Barça pourrait très bien passer, le PSG être éliminé. J'y crois pas pour le PSG éliminé, mais sait-on jamais. Non, du coup, désolée, j'en suis bien désolée, mais je ne supporterai pas le PSG. En cas d'élimination du Barça, eh bien, j'irai avec l'équipe qui a éliminé le Barça, puisque nous sommes pour la Liga, bien entendu. Tu préfères que Messi gagne sa deuxième Coupe du Monde ou que le Barça gagne la Ligue des Champions? J'aime beaucoup Messi. Ça y est, il a gagné sa Coupe du Monde. On est très heureux pour lui. On l'a tous soutenu pour qu'il gagne sa Coupe du Monde. Maintenant, c'est fait. Passons à autre chose. Donnons la Ligue des Champions au Barça. Donc, je plaisante, bien entendu. Oui, à choisir, je préfère que le Barça gagne la Ligue des Champions. Pensez-vous que le FC Barcelone accorde une grande importance au foot féminin? Oui, le Barça accorde une grande importance à son équipe. Alors, il y a parfois des choix, je sais, qui peuvent agacer, notamment sur les joueuses qui ont dû partir cet été, sur la situation économique qui n'aide pas non plus l'équipe féminine. Mais on l'a vu lors du match face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Le stade était plein. C'était la première fois depuis que la jauge est passée à 60 000 personnes. Il y a vraiment euh, toute une aficionne qui est là pour les matchs masculins et pour les matchs féminins, plus une aficionne qui est là pour les matchs féminins et qui est supportrice de l'équipe féminine à 100%. Donc c'est assez intéressant à voir et c'est assez beau à voir, de voir des enfants, des petits garçons, des petites filles avec des maillots de Putellas, de Claudia Pina. Moi, je trouve ça assez beau à chaque fois quand je vais au stade de me rendre compte à quel point ici ils sont attachés à leur équipe féminine, de réussir à remplir le stade. Et je sais, on peut se dire que c'est pour une question, oui, c'est parce qu'elle gagne. Pas forcément. Regardez ce qui se passe à Lyon. Lyon a dominé pendant des années et des années, a gagné des Ligues des Champions. Et pourtant, eh ben, il n'y avait que 10 000 spectateurs, 13 000, je crois, à Lyon pour le match. Donc non, c'est pas qu'une question de gagner. Il faut réussir à fédérer autour de sa section, autour de son équipe féminine. Il faut réussir à intéresser les gens. Le Barça fait beaucoup pour ça, ce que ne fait pas Lyon ou ce que fait mal Lyon. D'ailleurs, c'est assez dommage, d'ailleurs, soit dit en passant. Et ce que ne fait pas non plus le Real Madrid, parce que je comptais vous en parler peut-être dans une autre vidéo, mais ce que fait subir le Real Madrid à sa section féminine, cette manière qu'ils ont de vouloir invisibiliser leurs joueuses en faisant comme si elles n'existaient pas, c'est vraiment problématique. C'est absolument fou que personne n'en parle. Ce que fait subir le Real Madrid à son équipe féminine, pour moi, c'est juste pas possible. Créer une section féminine pour faire joli et pour dire et regardez, nous aussi on a une section féminine, et pour finalement ne pas du tout s'en occuper, faire comme si elle n'existait pas, ne pas accorder d'interviews, de ne pas les laisser parler, de ne pas les laisser s'exprimer, de ne pas faire en sorte que le public madrilène les connaisse. Sincèrement, c'est très problématique. J'en profite aussi pour revenir sur le match d'hier, la polémique autour du carton rouge qui a été annulé à Gérard Martin. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir le match de dimanche Valencia-Celta, je crois autour de la 23e minute. Action très similaire à ce qui s'est passé lors du match Atlético-Barça, et l'arbitre n'est même pas intervenu. Je crois même d'ailleurs qu'il n'a même pas sifflé faute. En fait, il n'y a même pas eu de jaune et la VAR n'est pas intervenue pour mettre un rouge, puisque c'est une action assez similaire à celle de Gérard Martin, c'est-à-dire que c'est dans le mouvement. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle un acte un peu accidentel. Donc c'est arrivé aussi précédemment. Il y a eu aussi un cas avec Tchouaméni et Pedri, voilà, où c'est considéré dans le mouvement, et donc dans ce genre de cas, l'arbitre n'intervient pas. Donc voilà, pour les polémistes qui aiment bien parler pour parler,
Moi, ça me dérange pas, on peut parler pour parler, il y a aucun problème. Ceci dit, voilà, je vous raconte qu'il y a eu une action similaire dans ce match-là, ce que les gens sauraient s'ils suivaient encore une fois la Liga, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Certains d'entre vous aussi m'ont posé des questions sur le Real Madrid, beaucoup de questions sur Kylian Mbappé, le Real Madrid. Je pense qu'on en fera une vidéo pour parler du Real Madrid. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe au Real Madrid, je vois de plus en plus de gens ici qui en parlent. Alors quand je dis ici, je parle pas de la Catalogne, mais je parle de l'Espagne et donc de Madrid. Je vois de plus en plus de journalistes qui ont beaucoup de mal à encaisser ce qui se passe au Real Madrid, qui ont de plus en plus de mal à encaisser ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Les langues se délient un peu et à Madrid, c'est tellement compliqué de s'exprimer, c'est tellement difficile de s'exprimer parce qu'on peut vite perdre ses entrées que si les journalistes commencent à le faire, c'est que vraiment ça commence à agacer. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit aussi dans le podcast de l'équipe, je ne pars pas du principe que le Real Madrid est déjà battu contre le Bayern parce que je connais le Real Madrid, parce que je sais très bien ce qui peut se passer dans un match comme ça. Donc le Real Madrid, pour moi, peut très bien éliminer le Bayern, comme il peut aussi très bien se prendre une raclée contre le Bayern. Pour moi, les deux sont possibles, mais je n'élimine pas du tout le Real Madrid de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé là en Liga peut leur décupler l'envie, puisque c'est presque leur dernière compétition, même si 7 points en Liga, pour moi, ce n'est pas suffisant pour dire que le championnat est fini. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était terminé, mais non, parce qu'en plus, il reste un classico, donc c'est absolument pas terminé pour le Real Madrid. Mais je pense que cette défaite face à Mallorca, ça peut vraiment les pousser à tout donner, encore plus que ce qu'ils font d'habitude en Ligue des Champions. Donc voilà, mais si vous voulez qu'on parle plus profondément de ce qui se passe au Real Madrid, de ce qui se passe avec Mbappé, ou si on peut parler de ce qui se passe en France par rapport au Real Madrid, Mbappé, l'Espagne, les parallèles qu'on peut faire, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on fera un live aussi peut-être pour en parler, et pour parler du Barça aussi, ou des autres clubs de Liga, ou d'autres choses. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions sur les commentaires YouTube, je les regarde aussi, et après je peux éventuellement les garder pour faire une vidéo. Euh, on se revoit assez rapidement. Mardi, c'est la conférence de presse d'Antiflick. Je n'ai pas encore le nom du joueur qui accompagnera Antiflick, à moins que ce soit arrivé pendant que je tournais. Mais pour l'instant, je n'ai pas. Je verrai ce qu'on peut faire éventuellement de la conférence de presse d'Antiflick pour vous partager l'ambiance lors de cet entraînement et de cette conférence de presse. Et puis le match après, mercredi, bien sûr, j'y serai. Et on verra aussi si on peut faire quelque chose, mais ça risque d'être compliqué puisque le match est tard et il faut boucler aussi avec l'équipe, etc. Vous savez. D'ailleurs, j'ai eu des questions aussi là-dessus sur le journalisme sportif, l'équipe, etc. On en parlera aussi dans une prochaine vidéo. Merci à tous et puis on se retrouve très vite.